Euh, donc, oui, bon, vous constatez que l'astrologie n'attire plus beaucoup, et notamment n'attire plus beaucoup les gens qui veulent devenir astrologues. Oui, effectivement, il y a une raréfaction des élèves au niveau de l'astrologie. Moi, j'enseigne plus particulièrement. Donc, j'ai fondé l'école du zodiaque il y a quelques années. C'est plus une école de pensée qu'une école classique et traditionnelle, puisque je ne fais que du cours particulier. Je ne fais pas de cours de groupe. Non. C'est un choix qui incombe à d'autres écoles. Oui. Mais mon école à moi, c'est plutôt de transmettre mon savoir, mes connaissances en astrologie et en tarot. Et sur ce plan, j'amalgame les deux. Le plus de cette école, c'est que on peut faire des cours aussi bien à Paris qu'à distance. Et donc, on peut former des personnes sur le plan au niveau amateur en astrologie, et au niveau du tarot, amateur ou professionnel, puisque j'ai ouvert la section formation aux professionnels de tarot depuis 2 ans. Avant, c'était, comme vous disiez... Uniquement amateur. C'est ça. Donc vous distinguez, c'est intéressant comme distinction, parce que ça n'est pas toujours fait. Moi aussi, je le faisais dans le cadre de mon école. Je demandais aux gens s'ils voulaient devenir professionnels ou... Et ce n'est pas la même formation? C'est-à-dire que la formation professionnelle va prendre en compte les techniques qui sont dans l'art de recevoir ses clients, le choix du nom, sous quel statut on va se mettre à son compte, quel statut on va choisir, comment on va développer la déontologie, l'art de recevoir, toutes ces petites choses dont on n'a pas besoin lorsqu'on fait de la voyance en amateur. Il y a même un paradoxe par certains côtés. Moi-même, je crois que parfois, ce que je vais vous dire va peut-être vous faire sursauter, mais parfois c'est plus facile de former des professionnels que des amateurs. Parce que les professionnels, on leur donne simplement ce qu'il leur faut pour satisfaire le client, alors que les amateurs, eux, ils ont une demande beaucoup plus lourde, parce qu'ils vont en faire un usage personnel, ils en attendent beaucoup plus. Donc moi je dis toujours, si le professionnel c'est quelqu'un, l'amateur il a un rapport passionnel à l'astrologie, et le professionnel, lui, il est peut-être plus dans la distance, si vous voulez. Ceci dit, je ne fais pas la formation professionnelle à l'astrologie. Je fais uniquement amateur à l'astrologie. C'est au tarot de Marseille où je distingue maintenant l'initiation et la formation professionnelle. Parce qu'il y a une demande de tarologues sur le marché. Oui. C'est-à-dire que les plateformes dont on avait parlé dans une précédente interview ont besoin aujourd'hui de voyants. Donc vous les préparez à un vrai métier qui va être porteur. Vous leur donnez un métier qui va marcher. Non seulement qui va marcher, mais si vous allez sur Internet, vous allez voir qu'il y a des dizaines et des centaines de demandes d'offres d'emploi pour les voyants. Ah, d'accord. C'est absolument hallucinant. On cherche de vrais voyants, parce qu'aujourd'hui, la tendance, effectivement, est de prendre un peu tout azimut des personnes qui même peuvent s'improviser voyant, parce qu'il n'y a rien de plus facile que de s'improviser voyant. Alors, comment vous faites votre recrutement pour vos élèves? Vous vérifiez qu'ils ont des dons Absolument. Je fais ce qu'on appelle un cours d'évaluation pour commencer. Ce cours d'évaluation permet, dès le départ, de voir au niveau technique et au niveau ressenti, intuition, ce que vaut déjà la personne. Je la mets face à une voyance. Et je sens tout de suite celles qui vont avoir un don exceptionnel dès le départ et celles qui devront plus travailler le ressenti et l'intuition par la suite. Les cours que je donne sont des cours qui passent par des formations non seulement techniques, où on apprend à voir, mais également à ressentir, et on développe la concentration jusqu'à aller regarder dans une enveloppe fermée et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Donc les gens qui sortent de votre école, ils ont une vraie compétence. Ils ont une vraie compétence. Et donc c'est un diplôme qui doit être apprécié. C'est un diplôme qui est apprécié, effectivement, et les personnes qui sont passées par ma formation me disent tous la même chose, c'est subtil. C'est super. Voilà. Mais pour revenir à la différence qu'il y a justement à la raréfaction des élèves par rapport à l'astrologie et au tarot de Marseille,
ça s'est mis en place petit à petit au fil des années. Dans les années 80, l'astrologie était vraiment au sommet, les astrologues étaient beaucoup plus pertinents, en vogue, recherchés, appréciés. Et au fil des années, eh bien, la tarologie et la numérologie sont venues grappiller, enfin, surtout la numérologie est venue grappiller sur le terrain de l'astrologie, parce que l'astrologie, c'est long, ça demande des connaissances mathématiques. En tout cas, les personnes pensent que ça demande des connaissances mathématiques importantes, alors qu'aujourd'hui, on a des logiciels qui permettent de faire ces calculs un peu compliqués d'une manière un petit peu plus simple et un peu plus rapide. Mais surtout, c'est long, parce qu'il faut que tout rentre dans la tête. Donc, avant que vous ayez assimilé les milliers de données de base, eh bien, ça va vous prendre du temps. Il va falloir faire des centaines de thèmes et comprendre, et petit à petit, vous sortirez de vos livres et vous pourrez le faire spontanément, naturellement. Enfin, il y a un autre argument contre l'astrologie, excusez-moi, Joyce Duval, c'est que par certains côtés, beaucoup d'astrologues pratiquent une astrologie qui est assez confuse. Alors, il y a en plus un nombre incalculable d'astrologie, entre l'astrologie traditionnelle, karmique, conditionnaliste, humaniste. C'est vrai que celui qui veut rentrer dans l'astrologie aujourd'hui a de quoi s'y perdre, parce qu'elles se contredisent un petit peu les unes avec les autres. Pour ma part, je ne fais que la traditionnelle, de l'astrologie traditionnelle, et encore une fois, je ne fais pas de formation professionnelle. Les points forts de l'astrologie, c'est la connaissance de soi, la connaissance des autres, le côté psychologique qu'elle apporte, le côté calendrier, parce que c'est un calendrier extraordinaire qui permet de dater des événements. En principe, parce qu'en réalité, c'est un calendrier qui est, comme je disais, assez complexe. Parce qu'il y a tellement d'informations qu'on s'y perd. Hein. C'est vrai, c'est compliqué. Il faut avoir aussi de belles intuitions pour aller directement... Voilà, c'est ça. Et puis c'est long. On s'aperçoit que pour être un bon astrologue, il faut aussi avoir une forme d'intuition, sinon de médiumnité, en tout cas d'intuition. Oui. Oui. Pour débrouiller, pour faire le choix, pour se retrouver dans ce dédale. Oui, parce que même si la règle d'or, c'est la règle de l'analogie qui est multipliée par 3, c'est-à-dire qu'une piste, une seconde piste et la troisième piste devient une confirmation, mais c'est vrai que c'est long, c'est fastidieux, et puis c'est vaste. L'astrologie mélange la chimie, l'alchimie. Oui, mais vous n'expliquez pas exactement pourquoi ça a décliné comme ça. Alors, pourquoi ça a décliné? Tout simplement parce que je vous dis que c'était long et fastidieux. Oui, mais pourquoi tout d'un coup? Mais avant, les gens, ils acceptaient cette longueur des cours. Oui, mais aujourd'hui, ils veulent la rapidité. Un cours de tarot, ça prend une année. Vous savez qu'il y a un paradoxe. Vous savez qu'une des raisons, nous on parle quand même tous, une des raisons du déclin des cours d'astrologie, c'est justement l'informatique. Parce que, autrefois, moi-même, j'ai comme dirigé pendant 20 ans une école d'astrologie, qui s'appelle la Faculté libre d'astrologie de Paris, entre 1975 et 1995. Et les gens y venaient parce qu'ils voulaient s'apprendre à calculer. Absolument. Bon. Et le reste, oui, et le reste, ils l'apprenaient aussi en même temps. Oui. Mais à partir du moment où cette dimension du calcul a été résolue, il n'avait plus de motivation forte pour suivre des cours, en fait. On ne peut pas vraiment dire ça. Certains élèves sont capables, à l'aide d'un livre, de devenir des astrologues, mais c'est vraiment la rareté. L'élève qui veut devenir astrologue a quand même besoin d'être encadré, d'avoir un guide ou des professeurs pour l'aider à cheminer à travers cette astrologie qui est quand même qui est assez compliquée. Oui, alors justement, je voulais vous poser... Qui demande aussi un esprit logique. Oui. Parce que l'astrologie, c'est quand même très logique. Moi, ce qui me gêne dans votre propos, chère madame, c'est que on dit l'astrologie, vous avez dit vous-même qu'il y avait plusieurs formes d'astrologie, mais c'est très vrai. Et il y a peut-être des formes d'astrologie qui sont plus abordables que d'autres, qui sont plus accessibles que d'autres, quitte à ce qu'elles soient des formes d'astrologie réformées, ou etc. On ne peut pas dire d'une manière systématique l'astrologie. On peut dire une certaine astrologie qui est actuellement en vigueur a tel et tel problème, mais on ne peut pas, et d'ailleurs vous-même, vous avez travaillé sur l'astrologie des médias, oui. Et donc là, vous disiez vous-même que là, par contre, ça fonctionne pas mal. Oui, absolument. Autant au niveau des élèves, il y a eu une rareté,
autant la demande pour la presse au niveau des horoscopes, aussi bien le grand horoscope de l'année, les horoscopes sentimentaux, amoureux, et même aujourd'hui les horoscopes chinois, et même pourquoi pas l'astrologie arabe, celtique, toutes ces astrologies trouvent un bel écho dans la presse et sur les sites internet aussi, puisque on fait aussi de l'astropoker, on Mais, fait mais le message est relativement politiques. simple, il est relativement réduit et clair. Enfin, je veux dire, il est relativement plus clair aussi. Il y a des techniques plus simples d'abord pour travailler. Oui. Donc déjà, c'est une astrologie qui est beaucoup plus accessible. Alors moi, personnellement, dans mes cours, puisque je fais le tarot, que mon tarot est empreint d'astrologie, là, j'ai beaucoup plus d'élèves qui s'intéressent un peu à l'astrologie, mais qui trouvent dans les tarots un exutoire et en même temps une friandise, puisqu'on retrouve dans les lames du tarot le soleil, la lune, et que du coup, c'est un passage vers l'astrologie sans devenir forcément astrologue. C'est-à-dire que ce que j'ai mis en place dans mon cours d'astrologie, c'est la découverte du zodiaque et la connaissance du zodiaque. Puisque nous avons un tirage dans les tarots qui s'appelle le tirage de la roue, dans lequel on utilise les maisons, secteurs, en astrologie. À partir du moment où on arrive sur les maisons, on peut continuer à développer vers les signes, les planètes, le zodiaque, et pour terminer, le calendrier des lunes, qui est un petit outil que j'ai mis au point, qui permet de dater un tirage de tarot avec plus de précision. Pouvez-vous nous parler rapidement de vos outils là? C'est quoi ce tapis divinatoire dont vous êtes la créatrice? Alors, ce tapis divinatoire, il est codé. C'est-à-dire qu'on va retrouver les 12 maisons, les 12 signes, les 12 mois de l'année, les 12 symboles des signes et les 12 signes. Et bien sûr, les planètes. Ici, on peut voir les planètes. On peut les regarder comme ça. Donc là, on voit le Soleil et la Lune. Ici, on voit les deux signes qui sont gouvernés par Mercure, les deux signes gouvernés par Vénus, par Mars, par Jupiter et par Saturne. La représentation de ce zodiaque est celui des anciens. Il ne tient pas compte des 3 planètes découvertes après 1791, 81, voilà, Uranus, Neptune et Pluton. Donc j'ai gardé les 2 signes de Saturne parce que pour chacune de ces planètes, nous avons un jour de la semaine. Eh oui, c'est vrai. Voilà. Et ces petits jetons, c'est quoi ces jetons? Ces petits jetons, ce sont les planètes aussi. Voilà, alors sur ces jetons, j'ai représenté les planètes, ce qui me permet de monter immédiatement une carte du ciel. Donc par exemple, vous êtes du signe du Sagittaire, oui. Donc je vais poser le Soleil sur le signe du Sagittaire, et je vais prendre mes éphémérides, et je vais placer Saturne, Jupiter, Mars, Neptune, Vénus. Alors Vénus, on va le mettre plutôt par là. Voilà. Suite, oui. Et du coup, j'ai la représentation en quelques secondes de votre thème astral. Oui. Voilà. Ce qui qui me permet de détecter immédiatement les planètes les mieux placées dans un thème et de faire en quelques minutes un débroussaillage, un profilage de la personne. À partir du moment où elle est profilée, je peux la projeter. Plus ma connaissance des planètes actuellement dans le ciel, savoir que par exemple Jupiter est en Cancer actuellement et que si la personne par exemple est du signe du Cancer, eh bien je vais pouvoir lui dire qu'il y a une influence actuellement sur son thème par rapport à cette planète et que c'est peut-être pour ça qu'elle est venue me voir. Et quel est le rôle de ces dés là? Excusez-moi de vous poser la question. Alors, là, le dé, c'est le dé à 12 faces. Le dé à 12 faces, c'est une méthode qui sert à plusieurs choses. Nous avons 12 jetons. Alors là, ici, on va retirer. Ça, c'est pour donc monter un thème. Donc ça, c'est le côté astrologue. Ensuite, le dé à 12 faces permet de tester son pouvoir de concentration. Ah, voilà, c'est ça. Donc, en lançant... En fait, c'est l'exercice... Ça fait partie des exercices de médiumnité dont je vous parlais tout à l'heure, voire dans une enveloppe, mais également exercer son pouvoir sur la matière. Ah, c'est presque la psychométrie. Vous n'allez pas me dire qu'on arrive par la pensée à forcer le tirage? Eh bien, si. D'accord.
Et ce n'est pas nouveau, j'ai des amis qui sont venus me voir il y a des années, qui avaient le 3D dans la main, 3D à 6 faces dans la main, et qui, en se concentrant, me sortaient 3 fois de suite le 4-21. Certaines personnes en sont capables, je ne dis pas que tout le monde non, mais pas de problème, peut le faire. C'est intéressant. Mais appelez, eh bien, vous pourrez obtenir. C'est très difficile parce que ce jeu, en fait, ce dé, nous avons 12 jetons et le principe, c'est de placer un jeton sur chaque signe. Ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on lance le dé, on place les jetons sur les numéros sortis. Et bien sûr, si un numéro sort plusieurs fois, ça rétrécit le champ parce que le but, c'est de placer les 12 signes, les 12 jetons sur les 12 signes. Et par exemple, si j'ai réussi cette formule-là, oui, où justement j'ai placé 11 signes, eh bien je vais peut-être essayer de reprendre le dernier jeton et d'essayer de lancer le dé en me concentrant. Voilà, là j'ai eu le 11, donc il ira ici, mais si j'étais très bien concentrée, j'aurais pu peut-être avoir le 10. Eh oui. Et donc boucler la boucle. Oui, c'est... Ceci dit, votre pouvoir de concentration est déjà développé à partir du moment où un bon voyant doit avoir 10 jetons placés sur un premier jet. Là, le pouvoir est bon. 7 jetons, c'est faible. C'est la moyenne. C'est la moyenne. Voilà. Et 12, c'est quasiment impossible, c'est plus difficile que de gagner au loto. Ces facteurs, vous imaginez, c'est un chiffre à 12 zéros. Mais là, quand vous dites 7, 7 c'est possible, c'est moyenne, voilà, ça veut dire 7, qu'il faut... ça veut dire qu'on a lancé les dés, et puis on a 7 jetons, 7 signes occupés. Ah oui, c'est-à-dire qu'on a chanté 7, on a 7 réponses différentes. Voilà, il nous reste des... Il ne faut pas que ce soit... Parce que si c'est toujours si le dé sort toujours le même numéro, ça ne va pas aller, parce qu'il fait un double emploi. Absolument, vous avez tout compris. Donc, il faut arriver à diversifier ses lancers. Exactement. Alors que souvent, quand on cherche le dé... de petits, viser les trous, appeler le numéro, appeler le signe, appeler la planète, tout ça, c'est un travail, une gymnastique mentale qui fait que... Mais alors, quel est l'intérêt alors, excusez-moi de poser une question un peu idiote, mais quel est l'intérêt de développer ces facultés? Les Asiatiques, par exemple, ont ça dans le sang. Moi, je fais faire ce tirage à un Asiatique, il va me faire 11 du premier coup. Mais quel est l'intérêt au niveau de la... Oui, mais mais en quoi ça... Qu'est-ce que ça va indiquer au niveau de la capacité professionnelle? C'est-à-dire que dès le matin, si vous commencez, vous voyez tout de suite si vous êtes en forme ou pas. Oui. Si votre cerveau, si votre pouvoir de concentration est déjà... Donc ça veut dire que la concentration est importante pour travailler. Fondamentale. Expliquez-nous en quoi, quelle est l'importance de cette concentration. La voyance, alors voilà. C'est ça. En astrologie, on apprend les choses, il y a une logique et il peut y avoir de l'intuition. Mais dans le tarot, nous avons besoin de concentration, nous avons besoin d'ouverture du troisième œil, car c'est spirituel. C'est la grande différence entre le tarot et l'astrologie. Mais enfin, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Le tarot, il s'agit simplement. Est-ce qu'il ne s'agit pas seulement de tirer des cartes et de dire ce qu'elles signifient? Ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Parce que si on tire les cartes, on peut très bien jouer au poker, et là, c'est autre chose. Quand on veut, d'abord, on ne s'improvise pas voyant, on le devient, et chaque fois que moi je fais un tirage de cartes, je me décale et j'ouvre mon troisième œil. Si je n'ouvre pas le troisième œil, je ne suis pas voyant, c'est-à-dire je me mets en état de voir. Est-ce que ça signifie, par exemple, que si vous n'avez pas la concentration nécessaire, vous n'allez pas sortir les bonnes cartes, ou les cartes, les cartes qui répondent à la question? Alors, voilà, le message risque d'être... c'est-à-dire que si jamais je tire des cartes comme ça, bon, peut-être mon interprétation ne va pas être terrible. En revanche, si je suis concentrée, le message va être beaucoup plus parfait. Voilà. Et donc, quelque part, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de faire tirer les cartes par le client? Alors, est-ce qu'il est lui-même en mesure de le faire? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Alors voilà, il y a plusieurs écoles. Il y a le voyant qui ne prête jamais ses cartes. Il fait tout lui-même à 100%. Ça, c'est un type de voyant. Il y a le voyant qui va donner les cartes au consultant en lui demandant de se concentrer. Parce que s'il n'y a pas de concentration, encore une fois, il n'y a pas. C'est ça. Il n'y a pas. Voilà. Et quand on se concentre, on émet en plus la question.
Parce que dans la concentration, il faut émettre la question, il faut se concentrer soit sur la personne, soit sur l'objet. Donc on apprend à formuler des questions, on apprend à se concentrer et on apprend ensuite à interpréter. Parce que tout se passe au moment où on émet et on se met en état de réceptivité. Et c'est à ce moment-là que tout se passe. Parce que les cartes du tarot, c'est magique, c'est de la magie blanche. C'est pas un jeu de tarot où on joue les atouts, le petit, le bout, etc. C'est un outil divinatoire, c'est de la magie blanche. Et c'est spirituel. Sans la spiritualité, on ne devient pas voyant. C'est vraiment ça la différence. Donc là, donc là, dans le cas du tarot, on peut dire ça va marcher à condition que Soit bien la personne fasse ce qu'il faut pour ça. Et voilà. en astrologie, voilà. ça peut marcher si on a la bonne astrologie, si on a le bon système. Enfin, bon. Voilà, si on a bien appris, on connaît bien ses maisons, ses planètes, ses aspects et ses signes. Alors vous me disiez tout à l'heure que quand vous travailliez un peu sur des plateformes, etc., avec d'autres personnes, vous aviez un peu des conflits avec les gens qui n'étaient pas astrologues, parce qu'ils vous reprochaient d'avoir appris. Voilà. Et oui, parce que certaines personnes se forment de manière héréditaire, c'est-à-dire la mère était voyante, l'enfant a vu la mère tirer les cartes, il a appris en la regardant, et puis les dons se passent généralement de manière héréditaire, par exemple aux Antilles, souvent dans une fratrie, il y aura un des enfants qui va recevoir le don de la mère et qui va le développer, mais ils ne vont pas apprendre. Moi j'ai reçu des personnes comme ça, et alors les premières minutes, elles vont être très très fortes. Et puis après, elles vont se perdre parce qu'elles n'ont pas de méthodologie, elles n'ont pas de technique. Et au bout d'un moment, elles se plantent. Ouais. Même si au début, elles sont très bonnes. Hein. On a le même problème en musique, vous savez, il y a une rivalité entre ceux qui ont fait des études de musique et puis ceux qui ont appris comme ça, pas forcément néophytes, mais enfin en tout cas qui n'ont pas suivi de formation précise. C'est un vaste débat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la formation en tarot est recherchée et prisée, parce que, en plus, le nombre de livres est incalculable. Ayant lu moi-même plus de 200 livres de tarot, je n'en recommande aucun. C'est que ça veut dire quelque chose, on se perd. Et en plus, ce que disent les livres, c'est plus du domaine de la philosophie autour du tarot que de la technique et de la connaissance des lames. Ils ne sont pas toujours réactualisés, les livres de tarot. Si on veut savoir justement le SMS, quelle est la carte qui va plutôt vous parler du SMS, il est évident que les livres qui sont parus il y a quelques années ne pouvaient pas parler de SMS, donc il faut réactualiser le tarot. Souvent, moi je pars avec le tarot médiéval, l'ancien tarot de Marseille déposé à la Bibliothèque nationale. Je préfère prendre bien sûr le côté de cette imagerie ancestrale avec des fonds blancs pour démarrer le tarot. On ne va pas démarrer avec des tarots collector du style le Dali ou celui de la Renaissance ou le Mucha, parce que ce sont des tarots plutôt collector. Donc pour apprendre le tarot, déjà des lames qui sont claires sur des fonds blancs avec des couleurs qui sont plutôt les couleurs de base, le bleu, le rouge et le jaune. Et puis ensuite, pas de livre. Une méthode qui a fait ses preuves, qui s'est construite d'année en année avec les élèves et qui permet aujourd'hui d'apprendre à voir et petit à petit de progresser et au bout d'un certain temps de pouvoir tirer les cartes, tout simplement, sans même avoir ouvert un livre de tarot. Par contre après, oui, là on peut lire, on a du recul, on peut être critique. Beaucoup d'auteurs, beaucoup de méthodes, mais pas forcément beaucoup de... Vous connaissez les travaux de Georges Coleuil, le référentiel de naissance, vous savez c'est très à la mode actuellement. Il fait un tirage qui, avec le tarot, je ne sais pas exactement, mais qui permet d'avoir un thème. Parce que ce qui manque au tarot, c'est comme vous dites, c'est qu'il n'y a pas de constance. Non. Il n'y a pas un document de référence. Chaque fois, on repart, on redémarre, on relance. Oui, et si vous posez la même question à 5 tarologues, vous allez avoir 5 réponses différentes. Alors que vous posez la même question à 5 astrologues, vous avez la même réponse. Qu'est-ce que vous en pensez de ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même des écoles de pensée au niveau de la tarologie. Par exemple, lorsque vous apprenez le tarot, ensuite vous regardez d'autres tarologues
avantages, les inconvénients, les dons de naissance. Tout ça, c'est fantastique. L'astrologie, elle est merveilleuse pour ça. Mais pour répondre à mon copain va-t-il revenir, vais-je vendre mon appartement, pourquoi aller consulter l'astrologie pour ça, alors que nous avons les cartes? Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une bonne synergie entre la carte et l'astrologie. Et d'ailleurs, souvent, grâce au transit, elles se complètent. Souvent, j'arrive à voir des choses dans l'astrologie qui sont confirmées par les cartes. Oui. Et là, j'ai deux outils qui convergent vers une réponse unique, donc j'ai 2 fois plus de chances de ne pas me tromper. Sauf que l'origine du savoir astrologique n'est pas la même que celle du tarot. Complètement différent. Puisque dans l'astrologie, c'est une astromancie, en tout cas c'est quelque chose on parle d'un tirage que vous n'avez pas fait vous-même quelque part. Absolument, puisque c'est la position des planètes. Oui. Donc on part de la position des planètes pour profiler un individu, voir un peu sa psychologie et voir les atouts qu'il a. C'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent, on voit bien qu'il y a des gens qui ont des préférences. Parce qu'en fin de compte, au fond, les gens qui vont voir un astrologue ou un tarologue, ils ne savent pas forcément ce que c'est que l'astrologie ou le tarot, mais ils en ont une certaine idée. Oui. Et cette idée, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui dit bon, moi, ça ne m'intéresse pas qu'on fasse un tirage de tarot comme ça. Je veux qu'on travaille sur quelque chose qui a une réalité objective, si on peut dire. Ça les amène à vouloir préférer l'astrologie. Absolument. Il y a les amateurs d'astrologie qui voudront du thème. Il y en a qui me disent je veux que vous regardiez mon thème pour me dire ce qui va m'arriver. Et puis il y en a d'autres qui me disent je ne veux absolument pas d'astrologie, je ne veux que les cartes. Oui. Il y en a d'autres qui disent ah non, moi je veux ni les cartes ni l'astrologie, moi je veux la voyance directe, je veux le médium, je veux aucun support. Oui, les gens ont des imaginaires différents. Voilà. Par exemple, pour l'astrologue, par exemple, c'est le savoir. L'astrologue a un savoir. Oui. Et il n'a pas un pouvoir, il n'est pas extraordinaire en lui-même, mais il a un savoir dont il peut profiter. Alors que le voyant, il a un pouvoir, il a des facultés. Oui, et puis là-dedans encore, chez les voyants, il faut dissocier aussi ceux qui vont juste jeter un œil dans l'avenir, qui font de la magie blanche, de ceux qui influencent le futur et qui font de la magie noire et même de la magie rouge. Donc là, c'est très différent. Les marabouts modifient le futur, c'est-à-dire que vous êtes sur je vais faire revenir la personne, c'est-à-dire qu'ils agissent pour faire revenir. Et là, on est encore sur des paramètres très différents dans la voyance. Quoi qu'on pourrait aussi, on pourrait aussi greffer le maraboutisme sur l'astrologie. Si l'astrologue annonce quelque chose, alors moi, par exemple, je vais prendre l'exemple, par exemple, de certaines personnes que j'ai interviewées à Parapsy. Oui. Il y a une personne, bon, que je ne citerai pas, elle a sorti un tarot. Sur ce tarot, il y a des formules. Oui. Et la personne doit répéter ces formules plusieurs jours pendant 3 semaines pour que les choses se fassent vraiment. Voilà. Donc là, on est quand même dans une articulation on veut influencer. Voilà. À la fois, on annonce, mais en même temps, on dit ça ne se produira pas si vous ne faites pas ceci ou cela. Oui. Il faut bien. Alors, donc finalement, on n'annonce pas vraiment. On essaie de forcer et souvent, par exemple, il y a des gens qui vont voir un voyant en se disant bien que ce voyant va leur annoncer des bonnes choses et qu'il va faire que ça se réalise. Oui, mais il y a des fois des consultants qui viennent pour manipuler les voyants. Ça s'est déjà vu. C'est terrible. Et quand on se retrouve face à des personnes comme ça, on se dit oh là là, l'être humain est quand même assez particulier. Cela dit, l'idée de pouvoir, après tout, vous parliez vous-même de facultés, pourquoi n'aurait-on pas des facultés qui nous permettent d'obtenir ce que nous voulons? Alors justement, moi j'ai signalé à une personne cela, je lui ai dit, mais si tout le monde voulait réaliser ce qu'il voulait, où en arriverait-on? Ou si 2 personnes veulent l'opposer, qu'est-ce qui se passe? Comme si dans un couple, il y en a un qui veut arrêter, l'autre qui veut continuer. Ou quel est le résultat? Alors on appelle Salomon au secours et on lui dit, s'il vous plaît, tranchez grâce à votre merveilleuse logique. Oui, mais... Je parle de l'histoire de ces 2 femmes qui avaient... Salomon, oui, il faut couper l'enfant à la fin. Voilà, couper l'enfant et la mère a dit non, qu'ils vivent. Oui. Alors Salomon a dit que l'enfant aille à cette femme. Oui.
Oui, c'est très difficile de trouver la vérité. Mais oui, parce que le côté... De même que, par exemple, Joyce, on pourrait dire que peut-être que demain, si un jour l'astrologie est reconnue, eh bien, elle influencera la société, comme ça se passe en Inde. Donc à ce moment-là, on ne peut pas séparer un savoir qui est accepté. Il est certain qu'une société qui croit en l'astrologie, elle ne fonctionne pas comme une société qui ne croit pas en l'astrologie. Absolument. Celle qui croit en l'astrologie, eh bien, quelque part, elle va en tenir compte, et donc on va en profiter. Oui. On va dire, c'est le bon moment pour faire ça. Quelqu'un qui n'y croit pas, il dit, dites-moi, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais à ce moment-là, la personne est passive. Oui, d'ailleurs dans la publicité, puisque ce sont des secteurs où on doit avoir de l'avance sur les autres pour pouvoir s'implanter, on pourrait tout à fait envisager de former, grâce à l'astrologie, qui est quand même une science du futur, un outil du futur, pour aller voir dans le futur et deviner un peu comment va évoluer le futur, on pourrait former justement ces publicitaires aux techniques de l'astrologie pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils pourraient aller voir un peu plus loin encore et savoir ce qui va arriver. Oui, mais on peut aussi dire... oui, enfin, les influences. Non, on pourrait dire aussi les opportunités. Ou les opportunités. Alors là, à ce moment-là, c'est pas vraiment, donc c'est pas vraiment ce qui va arriver. C'est des opportunités. Il y a un timing. Il faut faire les choses, par exemple, avant une certaine date. Exactement. Exactement. Moi, je me rappelle, j'avais dit à un scénariste à une époque, il faut signer ce contrat dans telle date. La date, je l'ai appelé 3 ou 4 jours, je dis, vous avez signé? Il ne dit pas encore. Je dis, si vous ne signez pas avant cette date, ça ne se produira pas. Il n'a pas signé, ça ne s'est pas produit. Alors, bon, après, c'était un succès pour moi, tant mieux. J'en ai collecté suffisamment pour pouvoir valider l'astrologie comme une science relativement exacte, mais jamais à 100%, parce qu'on n'est pas dans le 100%, on est comme la météo, hein. C'est pas du 100%, c'est comme ça, on n'y peut rien, on n'a pas un pouvoir absolu sur la voyance. Voilà, mais vous avez par exemple le cas des élections. Oui. Je ne sais pas, vous intéressez, Bien sûr, oui. Je fais toujours les élections présidentielles. Bon, ben, ces élections, qu'est-ce que vous voulez? Ces élections, le calendrier des élections, est-ce qu'il relève de l'astrologie ou pas? Alors, on ne peut pas dire ça comme ça. Est-ce que ça relève de l'astrologie ou pas? Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'un astrologue peut aller regarder les thèmes des candidats, les thèmes du jour de l'élection, et se faire son idée. Oui. Il peut aussi d'ailleurs tenir compte, généralement ils tiennent compte aussi de ce que disent les journalistes. Hein. Ils ne vont pas faire triompher un candidat qui n'a aucune chance, d'après les sondages, quel que soit son thème. Vous savez, on n'est pas obligé de regarder les sondages des journalistes. Un jour, je me suis réveillée à 4 heures du matin en me disant, DSK va-t-il être notre futur président de la République? Je me suis levée à 4 heures du matin pour faire son thème. Et j'ai regardé son thème. Et là, j'ai eu une certitude, j'ai vu qu'il ne serait jamais président de la République. Et j'ai commencé à le dire un petit peu autour de moi, et les gens me riaient au nez en me disant « C'était l'époque où on le donnait gagnant ». Et puis, ensuite, il y a eu la fameuse histoire américaine, et à partir de là, moi-même, j'ai soupiré aussi, parce que j'avais pris un risque énorme en disant qu'il ne serait jamais le président, alors qu'en fait, il était presque le grand favori. D'ailleurs, s'il n'avait pas été favori, pourquoi je serais allé voir son thème pour voir s'il allait vraiment être élu ou pas? Donc, c'est vrai que j'ai été influencée par les journalistes et par les pourcentages et l'audimat, etc. Et puis il y a eu cette histoire, et à partir de là, j'ai soufflé, j'ai dit, bon, ben ça y est, maintenant, il s'est fichu pour lui, et ma prédiction était exacte. Donc c'était encore un petit succès pour moi, j'étais très contente. Pour lui, j'aurais préféré que ça se passe différemment. J'avais entendu des petites choses à la télévision, il avait dit quelque chose, et je pense que ce qu'il a dit ce jour-là a joué en sa défaveur, et c'était bien avant cette histoire de mœurs, mais on ne va pas revenir sur le passé. Des fois, on a des certitudes qui se mettent en place. Mais ce qui me gêne un peu dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, vous avez eu un résultat positif, mais on ne sait pas à quoi il tient. Exactement. On ne peut pas dire que c'est votre système astrologique qui a permis ça. Non, parce que je me suis réveillée à 4 heures du matin pour aller monter son thème. Donc ça ne se fait pas forcément au bénéfice de l'astrologie, ce genre de succès. Voilà. Cette intuition qui est là. Par contre, quand Barbeau, par exemple, fait certaines prévisions, il met en jeu le système. Oui. Il n'y a pas le facteur comment il interprète, à la limite. Bon.
Bon, ça Et puis ne veut pas dire que on ça est marche. loin Mais... de l'astrologie de Prométhée aujourd'hui. Hein, C'est quoi l'astrologie de Prométhée? C'est le système des étoiles. Ah bon, ça s'appelle l'astrologie de Prométhée? Moi, je dirais que Prométhée étant... Oui, on peut dire que c'était... Oui, je le dis comme ça. Non, mais c'est votre façon de vous exprimer. Voilà, c'est ma manière, l'astrologie de Prométhée, qui est très loin, très, très éloignée aujourd'hui du montage d'un thème... Vous voulez les étoiles fixes? Oui. Ah ben ça est... Très différente, très différente. Ah oui, ben ça vous avez raison de le dire, parce que moi-même je travaille beaucoup sur les étoiles fixes, alors ça tombe bien. Voilà, c'est pour ça que j'appelle ça l'astrologie de Prométhée, en même temps c'est pour lui rendre un peu hommage. Ben, Prométhée c'est le vol, il a volé le feu Oui. aux dieux, et il l'a donné aux hommes. Exactement. Bon, donc admettons, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, on est sur des influences astrales. On peut pas le nier. Les influences, elles sont là. Après, il y a ceux qui vont les voir, ceux qui ne vont pas les voir. Par exemple, en peinture. C'est assez intéressant. La peinture, on pourrait dire que la planète Neptune influence, qui est la planète de l'intuition, de l'inspiration, est une planète qui peut être reliée aux artistes. C'est une planète qui se meut avec une grande lenteur, c'est-à-dire qu'elle change de signe tous les 10-15 ans. Donc elle va non pas signer, elle va signer des longues périodes. Il est quand même assez étonnant de remarquer que lorsqu'elle transitait, donc elle était domiciliée dans le signe du Verseau, nous avons assisté à l'éclosion de l'art conceptuel. Et que maintenant, elle est arrivée en Poisson, et on peut imaginer qu'il peut y avoir peut-être un retour à l'académisme, à quelque chose de différent, et on va avoir certainement un mouvement de peinture qui va signer le transit de la planète Neptune pendant 10-15 ans, et qui va influencer les artistes. En tout cas, on peut essayer de suivre les mouvements de peinture à travers l'évolution d'une planète d'un signe à l'autre. Et ça, je trouve ça très intéressant. Oui, oui, bien sûr. Ça fait penser au concept d'astroculture cher à nos amis de l'AFDAF, quand ils ont voulu, en 98, faire une sorte d'activité en rapport entre l'astrologie, les arts, etc. Mais je reviens sur l'argument des élections. Oui. Parce que les élections, le calendrier... l'autre jour, j'avais une discussion justement sur la Ve République. La Ve République, elle est extrêmement solide. On ne peut pas renverser le gouvernement comme on veut. Et donc, si vous voulez, par rapport aux propositions de la Quatrième République, par exemple, que Barbeau a bien connu, eh bien, on ne peut pas faire autant de... L'astrologue n'est pas aussi bien à son aise que sous la Quatrième République. Parce qu'il peut annoncer quelque chose, mais ça ne va pas aller très loin. Parce que quand vous avez des structures qui sont très solides, elles font barrage aux influences, en quelque sorte. Et donc, ce qui peut expliquer aussi le déclin de l'astrologie, du certain astrologie, c'est le fait qu'effectivement, les hommes ont appris à créer des barrages. Ils ont par exemple déterminé des durées de mandat, bon, etc. Par exemple, même le quinquennat, par exemple, ça a encore plus perturbé les choses, parce que le quinquennat, il n'y a même plus possibilité de faire des élections législatives pendant un mandat. Il n'y a plus de cohabitations. Au bout de 5 ans, on aurait dit, bon ben voilà, on attend 5 ans, et puis là, il y a l'opposition qui va faire la cohabitation. Donc finalement, tout ça, ça conduit l'astrologue à une certaine impuissance. Oui, et en plus, on peut noter des choses fort intéressantes, c'est-à-dire que nous avions le septennat qui correspondait au transit d'Uranus, c'est-à-dire Uranus reste 7 ans dans un signe, la durée du septennat. C'est Jacques Chirac qui a décidé de transformer ça et de le transformer en quinquennat. Et le quinquennat, lui, en fait, eh bien, c'est un double Saturne. J'explique. Ma planète Saturne est la planète de la politique. Elle est domiciliée en Capricorne et en Verseau. Elle reste 2 ans et demi dans le même signe. Lorsque M. Mitterrand est arrivé au pouvoir, la planète Saturne est quasiment entrée dans le signe du Scorpion. Elle va y rester 2 ans et demi, et les 2 autres années et demie, elle va être en Sagittaire. À la fin de l'année 2014, elle passe dans le signe du Sagittaire. 2 ans et demi plus 2 ans et demi, ça fait 5 ans. Le mandat présidentiel de M. Hollande est donc Scorpion-Sagittaire. M. Sarkozy a eu le Vierge Balance, et le prochain mandat, c'est le plus beau qui puisse exister, puisque c'est le mandat Capricorne-Verseau, le mandat saturnien.
notre prochain président de la République sera de la vraie politique.